Bonjour et bienvenue à l'émission Arrêt Regard. Émission que vous pouvez également suivre sur notre page Facebook Radio AIPFM ainsi que notre site internet radio-aipfm.com. Aujourd'hui, nous allons parler littérature au travers d'un événement marquant qui nous attend dès la rentrée. En effet, il s'agit de la présentation du roman « C'est lui qui compte les flocons de neige » publié aux éditions Le Lys Bleu. Présentation qui aura lieu samedi 14 septembre de 14h30 à 17h au salon de thé Aux Constellations à l'adresse 1 bis rue Bleue dans le 9e arrondissement de Paris. Et sans tarder, je vous présente mon invité qui n'est autre que l'auteur du roman en question, qui nous a fait le plaisir d'être présente sur ce plateau pour nous présenter son œuvre, Mariam Dergoulanian. Bonjour et bienvenue à IPFM. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'attarder un peu sur votre parcours pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Alors, vous êtes née à Yerevan, vous êtes spécialiste en langue et littérature anglaise, journaliste et traductrice. Vous êtes installée en France depuis 2011. Oui, effectivement, je suis installée en France depuis 2011, mais avant ça, de 2009 à 2011, j'étais étudiante à Paris, parce que quand j'étais en Arménie, je travaillais dans la Banque centrale d'Arménie pendant presque 10 ans, et je voulais continuer mes études en France. Et j'ai fait mon master d'économie à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Et pendant 2 ans, j'étais étudiante et j'ai rencontré mon futur mari ici en France parce que je n'avais pas d'intention de rester en France, mais c'était le destin peut-être. Et depuis 2011, je vis à Paris et je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas très facile de garder l'arménité et la langue arménienne dans la vie française, mais je parle avec mes enfants que arménien et même mon mari, qui est français, il a appris arménien aussi, il parle bien arménien, parce que quand nous sommes rencontrés à Paris où je faisais mes études, il a décidé d'apprendre arménien pour pouvoir demander ma main à mes parents en arménien. Et il a réussi. Et je pense peut-être pour ça qu'il a conquis le cœur de mes parents. C'était une épreuve à passer. Et pas que le mien, oui. Et voilà. Et du coup, en France, j'ai aussi travaillé comme journaliste. J'étais journaliste correspondante à Paris pour la télévision publique d'Arménie pendant presque 4 ans. Et c'était une très belle expérience pour moi parce que j'ai rencontré des gens magnifiques, j'ai fait des interviews avec des gens très intéressants. Et aussi, cette expérience m'a permis d'écrire mon premier roman. Et justement, je voulais vous demander, entre l'économie et la littérature, vous avez quand même opté pour la littérature. Oui, en fait, c'était une bataille d'un mois depuis toute petite. J'écris et j'ai jamais pensé qu'un jour je peux être écrivaine, mais peut-être c'était dans le sang. Et j'ai décidé de laisser tomber l'économie parce qu'en deuxième spécialisation, je suis économiste. Et j'ai décidé d'écrire et publier pour la première fois mon livre parce que, en fait, depuis mon enfance, depuis presque 8-9 ans, j'écrivais des petites nouvelles, des petits poèmes, mais c'était jamais été publié. J'ai écrit pendant toute mon adolescence, mais j'ai pas osé de publier. Et vous entamez votre carrière d'écrivaine par la traduction. Oui, effectivement. Quand j'ai travaillé dans la Banque centrale d'Arménie, j'ai lu par hasard le livre de écrivain brésilien Paulo Coelho, et c'était un coup de foudre pour moi. Et j'ai décidé de faire la traduction. L'alchimiste. Et j'ai traduit de l'anglais en arménien, et bien sûr il y avait des autres traductions aussi de russe et français, etc. Mais cette expérience m'a permis de rencontrer M. Paulo Coelho parce que quand il était en Arménie
pour la présentation de son livre en arménien. J'étais à côté de lui comme traductrice, j'ai rencontré, on a beaucoup discuté, il m'a donné beaucoup de conseils et c'était une très belle expérience aussi pour moi. Donc ça a porté ses fruits. Oui, bien sûr. Très bien. Alors justement, qu'est-ce qui vous incite à passer de la traduction à l'écriture? Vous savez, quand j'ai fait la traduction, j'ai compris que il y a un écrivain qui sent la même chose que moi. Et ça m'a donné, si on peut dire, entre guillemets, la permission d'écrire moi-même. J'ai compris que moi aussi je peux écrire et c'est le sentiment d'un écrivain qui peut accrocher les gens, comme l'alchimiste qui m'a plu beaucoup. Et j'ai commencé à écrire sans arrière-idée d'après publier, etc., juste pour moi au début. Mais après, c'est transformé en livre. Mais vous êtes d'abord auteur de nombreux essais et nouvelles, non? Oui, exactement. J'ai écrit des nouvelles qui sont d'ailleurs qui vont être publiées en septembre. Également? Oui, également. Et ça sera mon deuxième livre. C'est un livre de nouvelles avec le titre L'histoire manquante, qui contient 12 nouvelles. Et ça va être publié fin septembre en Arménie et après en France en français. Mais c'est des nouvelles que j'ai écrites pendant plusieurs années dans différentes périodes de ma vie. Mais c'est des nouvelles que j'ose de publier parce que c'est très personnel. D'accord, très bien. On a hâte de les lire. Alors, avec votre premier roman, donc celui qui compte les flocons de neige, vous vous lancez dans un nouveau genre qui n'est pas des plus faciles. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'était un genre qui était pas très connu, qui était au début, pour moi c'était un peu, je peux pas dire difficile, mais inconnu d'écrire un roman. Mais en fait, quand je commence à écrire, ça va toute seule. Et ça vient naturellement. Oui, naturellement. Et je ne peux pas m'arrêter. Et j'ai juste écrit l'histoire qui était en moi. J'ai écouté et j'ai écrit tout ce qui était en moi, tout ce que je voulais exprimer. Votre ressenti du moment. Et justement, vous entamez son écriture dans des circonstances bien particulières. Oui, pendant le coronavirus. Oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire mon roman en 2020, c'était en plein coronavirus, la période de coronavirus, mais après, à cette période, alors que l'Arménie était en guerre. Et ma douleur était si grande que je ne pouvais pas écrire sur l'Arménie. Et à cette époque, en certaine façon, la France était aussi en guerre, mais avec le coronavirus. Et j'ai décidé que mon roman présenterait pleinement la vie et la réalité française, mais à travers la famille française, j'ai essayé d'aborder la situation actuelle en Arménie aussi. Très bien. Et justement, c'est en quelque sorte votre propre ressenti que vous reproduisez à l'issue de profondes réflexions sur la philosophie de la vie? Oui, oui, je peux dire comme ça. Et philosophie de la vie, c'est en fait le message principal du roman. Ça cache dans le titre, je veux dire comme ça. Celui qui compte les flocons de neige, c'est quelqu'un qui aime rêver, c'est quelqu'un qui aime sa patrie, c'est quelqu'un qui rêve d'avoir la patrie de ses rêves. Et pourquoi celui qui compte les flocons de neige? Parce que c'est symbolique aussi, le titre, et aussi il y a une philosophie dedans. Parce que, vous savez, les flocons de neige, leur spécificité et leur beauté est dans leur différence. Mais leur force est dans leur union. Par exemple, si on regarde les entassements sur les montagnes, si ça détache, ça peut
ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut même tuer les gens. Mais quand le flocon de neige est tout seul, ça fond très facilement. Et les gens aussi sont comme ça. Pour moi, c'était ça l'idée principale, que les gens aussi, leur spécificité, leur beauté est dans leur différence, mais leur force est dans leur union. Et donc, en quelque sorte, déjà dès le titre, on a affaire à une comparaison entre les flocons de neige et les humains. Oui, exactement. Comparaison, oui, et qui donne tout l'idée du livre, et après le lecteur va comprendre pourquoi. Et vous y racontez également une histoire d'amour, donc tout au long du livre, du roman, qui est mise à rude épreuve puisqu'elle s'accompagne d'une époque bien particulière. Oui, c'est une histoire d'amour qui est face aux défis du quotidien, qui a des problèmes à cause de la quarantaine de coronavirus, mais il survit. Il survit et ça transforme en une famille, ça transforme en continuation, ça donne un enfant. Ça veut dire, s'il y a vraiment l'amour dans le couple, s'il y a vraiment cet amour qui porte, ils peuvent passer surtout même le coronavirus. En fait, vous y mettez en quelque sorte l'accent sur l'importance de l'amour dans la vie? Oui, bien sûr, parce que pour moi, c'était comme ça. Je peux dire que l'Arménie, c'est mon pays natal. L'Arménie m'a donné la vie, l'Arménie m'a donné moi, ma culture, mais la France m'a donné l'amour de ma vie. Donc, et c'est pour ça je suis... c'est un peu partagé. Oui, partagé entre les deux amours de ma vie. Et le personnage principal, donc Daniel, vit un drame et une passion en même temps. Oui, il a le drame, c'est par rapport à sa situation avec son père, qu'il ne supporte pas son père. C'est pas très agréable à dire, mais c'est un symbolique aussi. C'est l'ancienne France. Son père, l'ancien monde, son père, c'est pas quelqu'un de vieux qui parle, qui est pas content. C'est l'ancienne France, c'est la France des traditions, c'est la France qu'il a connue. Même Daniel aussi l'a connu quand il était petit. Mais là maintenant, il est partagé. Il ne sait pas, est-ce qu'il reste là-bas, est-ce qu'il continue. Et pour lui, c'est un drame. Et c'est pour ça qu'il ne supporte pas un moment à son père. Il veut toujours parler avec lui, mais il n'arrive pas à dire le mot simple. Mais finalement, il a réussi, mais c'était presque la dernière minute, mais il réussit à dire ça. Et on constate finalement cette opposition bon-mauvais tout au long du livre. Oui, justement, le personnage qui était mauvais, c'est un personnage qui est très malin, on va dire, et ça représente une sorte des personnes. On connaît tous dans la vie des personnes comme ça, mais cette personne, il avait ses intérêts, voilà. Il voulait son intérêt était que l'argent. Mais je vais montrer dans le livre que même ça peut pas durer longtemps. Un jour, ça a fin, et un jour, ça va finir. Ça peut pas continuer tout le temps. Mais l'amour et la foi humaine, ça, c'est par contre, ça continue. Et puis, tout au long du roman, on constate cette note de fatalisme, où tout va mal, la France s'écroule, l'Europe s'écroule. Mais d'un autre côté, on a également l'idée de la planète se purifie, grâce au coronavirus, par exemple. Oui, l'idée, quand Daniel il parle avec son ami, qu'il dit, voilà, tu vois que la planète est plus intelligent, il se libère. Oui, des fois, on est obligé de changer la vie. Des fois, on est obligé de se libérer de certaines choses pour aller en avant, parce que sinon, ce n'est pas possible. On arrive à un moment qu'il n'y a plus d'issue. Il faut laisser tomber certains trucs pour aller en avant. Et le mot vengeance revient souvent également dans votre écrit. Le monde se venge des humains qui l'ont détruit. Donc, c'est un peu un effet de boomerang, en fait.
Ces gens, en fait... C'est l'idée que vous développez? Non, c'est pas vengeance, c'est comme je dis, c'est le destin, En fait, chacun a tout, il croit, en fait. Tout ce que tu crois, t'as ça. Si ces gens, ils croient qu'ils vont aller construire une vie meilleure ailleurs, bah, ils vont avoir un destin comme ça, parce que mon personnage principal, Daniel, au bout du moment, il comprend que ce n'est pas possible de construire. En fait, il comprend quelque chose de très important, que ce n'est pas possible de construire, pas construire, mais de chercher la patrie de ses rêves ailleurs. Il comprend que la patrie de ses rêves est créée dans sa propre patrie. Et ça, pour lui, c'est une révélation, parce que toujours il pensait, bah, c'est pas grave, je vais partir, mais après il comprend ça et il reste. Très bien. Et puis, la cathédrale Notre-Dame est également mise en avant, et là, une symbolique particulière. Et d'ailleurs, l'histoire débute lors de l'incendie de la cathédrale et prend fin lors de la reconstruction de celle-ci. Oui. En fait, je peux dire comme ça que, en général, le roman, ça parle le quotidien de la vie d'une famille française. Mais il y a un autre sens ici, que la cathédrale, ça commence par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et ça prend fin par sa reconstruction comme un symbole de foi humaine retrouvée. Parce pendant tout le long du roman, on voit comme les gens sont désespérés. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ne croient plus, qui ont envie de partir, quitter la France parce qu'ils ont envie de créer un paradis ailleurs. Un paradis, ils croient que ça existe quelque part, mais à la fin, on retrouve la cathédrale et j'aimerais bien souligner le dialogue entre le petit garçon et la mère de Dieu. Que les lecteurs font attention à ça, parce que c'est comme l'humanité qui parle en fait avec Dieu. Il y a des questions que des fois qu'on n'ose pas poser même à nous-mêmes. Et cet enfant, avec la bouche d'enfant, avec son naïveté, il pose des questions, mais c'est des questions très simples, mais très importantes. Et là, qu'on retrouve la foi, et là qu'on voit que la mère de Dieu, elle est rentrée à la cathédrale, et du coup, la cathédrale commence vite sa reconstruction. Oui. C'est vrai que vous faites beaucoup référence à Dieu, à la foi, et à la fin, finalement, à cette foi humaine retrouvée. Oui, parce que pour moi c'est important. En fait, il faut croire. Ça sera impossible de vivre sans ça, parce que pour quelqu'un c'est Dieu, pour quelqu'un c'est l'univers, pour quelqu'un c'est une force, mais il faut croire. Surnaturelle. Oui, surnaturelle, mais il faut croire, parce qu'on est tous créés de cette force et on va partir tous là-bas. Et vous faites en fait un parallèle entre ce qu'a vécu la cathédrale et ce qu'ont vécu les gens pendant cette période. Et je vais vous citer, la cathédrale ne sera plus jamais la même, ainsi que les gens. Oui, parce que en fait, le coronavirus nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et on a compris qu'on perd notre temps sur des choses qui ne sont pas importantes. Et on a retrouvé la famille, on a retrouvé des plaisir simple, juste être avec la famille, manger avec quelqu'un que tu aimes, passer le temps avec les enfants, qui était avant impossible, parce qu'on court toujours, on ne sait pas même pourquoi on court et où on court. Mais le coronavirus, c'était une sorte de pause qui nous a arrêtés pour qu'on voit et on apprécie vraiment des choses importantes dans la vie. Et en revenant au titre, celui qui compte les flocons de neige, donc peut-on dire que le livre incite à une remise en question de soi-même, à une certaine prise de conscience ? Oui, bien sûr. Celui qui compte les flocons de neige, c'est montre à quelqu'un. Je pense que dans chacun existe cette personne qui rêve, qui pense toujours à réaliser ses rêves, mais
n'ose pas, pour différentes raisons. Mais je veux montrer que c'est possible. Si tu as vraiment envie de quelque chose, et si tu fais attention à ça, c'est possible d'y arriver. Comme par exemple, moi, j'ai réussi de publier mon livre et en arménien et en français. Et sans rentrer dans les détails, donc sur la fin, vous avancez l'idée finalement de renouveau, l'idée de renaissance. Oui, c'est par le personnage de petit garçon. Ça montre, ça donne l'espoir. Ça représente la nouvelle France, la France de demain. Et on voit que la France de demain est pleine d'amour, de foi et de désespoir, en fait, plein d'espoir. Et je voulais finir le livre avec une sensation positive, on va dire. Sur la France de demain. Sur la France, parce que moi aussi j'ai 3 enfants et pendant le coronavirus, cette angoisse, cette manque de foi, cette terreur qu'on avait pour l'avenir, qu'est-ce qui va passer, comment on va faire, les enfants, etc. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai décidé de montrer que demain c'est plus joli si on y croit. Et justement, beaucoup d'artistes et beaucoup de gens ont fait ce travail de création pendant toute cette époque de coronavirus. On était tous finalement à la maison, confinés. Oui, moi j'ai travaillé sur le livre, j'ai travaillé, on va dire, je commençais en 2020, mais ça a pris un peu de temps. Parce qu'au début, je ne pouvais pas continuer parce que c'était la guerre en Arménie, j'étais très inquiète. Et j'ai fini en 2023 et j'ai publié, je voulais en fait, j'écris le livre en arménien parce que bien sûr, je pouvais écrire en français, mais je n'ai pas osé parce que c'est mon premier roman et je voulais que ça soit dans ma langue maternelle pour que ça soit publié en Arménie d'abord et après en France. Et pourquoi je voulais que ça sera publié maintenant? Parce que, vous savez, le coronavirus, ce n'est pas le sujet de roman, même si ça paraît bizarre. Mais le coronavirus, c'est une occasion. C'est une piste de réflexion. Oui, c'est une occasion d'aborder le sujet d'identité nationale et les valeurs nationales qu'on est en train de perdre en Arménie et en France. Et je peux dire aussi dans plusieurs pays européens. C'est une question d'actualité aujourd'hui. Et je peux dire aussi qu'étant citoyenne française d'origine arménienne, je vis en France, mais en même temps, je suis la vie en France comme une sorte d'observateur. Et cela me donne la possibilité de voir et de ressentir comment l'ancienne France manque aux Français aujourd'hui. Je sens ça dans toutes les conversations entre Français, dans la famille, entre amis. Et cette sensation, j'ai eu en France et en Arménie. Ce qui se passe maintenant en Arménie aussi. Tu vis dans ta patrie, mais ta patrie te manque. Et tu ne comprends pas. Tu vas où alors? Tu vas faire quoi? Et ça, c'est une sensation très bizarre. Pour moi, c'était parce que j'ai senti la même chose ici, et j'ai senti la même chose en Arménie, et aujourd'hui, et en France, et en Arménie. Bien sûr aussi, dans plusieurs pays, je pense qu'il existe un danger de perte d'identité nationale. Et à mon avis, ce danger peut avoir 3 solutions. Je peux dire, la première, c'est de fuir la patrie. La deuxième, c'est de se cacher et de rien faire. Et la troisième, c'est de résister. Et mon personnage principal, Daniel, il résiste. Même si au moment, il a décidé de partir, mais l'amour pour sa patrie, pour la famille, le maintien en France.
Et là, qu'ils comprennent qu'on ne cherche pas la patrie de ses rêves ailleurs, mais on crée la patrie de ses rêves. Et on revient à l'idée de remise en question. Propre patrie. Oui, mon roman parle entièrement de la vie française, de la réalité française. Il n'y a pas de personnages arméniens ni de noms arméniens. Le seul nom arménien, c'est celui de Monsieur Charles Aznavour, dont la chanson c'est triste la Venise est entendue depuis la voiture de Daniel. Et cette chanson symbolise et nous rappelle aussi l'Arménie. Et c'est vrai que c'est triste partout quand on ne s'aime plus. C'est vrai. Et justement, en parlant des Français et des Arméniens, les personnages sont tous français, hein, l'histoire se passe en France, mais par contre, l'auteur et la traductrice sont arméniennes. Oui, ça c'est... Oui, moi je suis bien arménien, la traductrice aussi, Madame Yvette Nevart-Vartagnan, qui a traduit, qui est connue pour ses plusieurs traductions de la littérature française. Et je voulais aussi noter pourquoi j'ai choisi l'édition Le Lys Bleu. Quand j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition françaises, je n'imaginais même pas que je vais avoir autant de réponses. Et finalement, j'ai eu 5 propositions de publication de mon livre. Et j'ai choisi le Lys Bleu édition grâce à la lettre du directeur littéraire, M. Benoît Cousy. J'ai vu qu'il a compris le message principal que je voulais transmettre et ça m'a touchée beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé... Et ce n'était pas le cas des autres? Pas vraiment. Parce qu'il m'a donné son avis et j'ai compris qu'il a vu, il a senti tout ce que je voulais transmettre au lecteur. Le message que vous vouliez transmettre. Très bien. Que c'est pas que sur le coronavirus, que c'est sur autre chose, plus global, plus important. Et je voulais noter aussi que la maison d'édition Le Lys Bleu a décidé de garder la même couverture comme mon livre arménien. Parce qu'ils ont beaucoup aimé et finalement l'illustrateur est arménien, le photographe est arménien, l'auteur est arménien, traductrice aussi, mais ça parle de la réalité française. Et je voulais noter l'illustrateur M. Artak Bagdasarian et le photographe M. Arthur Lemain qui ont fait un très joli travail. Et ça m'a touché beaucoup quand la maison d'édition m'a dit que et quand ils ont décidé de garder la même couverture pour le livre français. Et vous envisagez également une traduction en anglais? J'ai un visage et c'est déjà dans le processus. Et le livre est en train d'être traduit en anglais et en russe aussi. Ça va être publié bien sûr en anglais, en russe, en Russie et en États-Unis. Et l'ouvrage est-il déjà en vente, puisque je suis sûre que ça intéresse nos auditeurs? L'ouvrage ça fait déjà quelques mois. Il est sur toutes les plateformes de vente, sur Amazon, sur Fnac, Cultura, sur le site de la maison d'édition Le Lys Bleu, donc en forme de Kindle et en forme livre. En forme brochette, donc c'est déjà en vente, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, puisque l'ouvrage est déjà en vente depuis quelques mois, avez-vous quelques échos, des retours des lecteurs? En fait, j'ai eu beaucoup de retours de la part des lecteurs arméniens, des lecteurs français aussi, qui m'ont beaucoup touchée. J'aimerais bien souligner un avis très important pour moi, parce que c'est une personne très particulière. Récemment, j'ai eu un appel téléphonique de la part de M. Francis Weber. C'est le réalisateur, scénariste, auteur de plusieurs films français. Les films avec qui j'ai grandi, La Chèvre, Le Dîner de con, Les Fugitifs. Et j'ai eu un appel récemment de Los Angeles, parce que M. Weber, il habite là-bas maintenant. Il m'a appelé pour dire qu'il a lu mon livre, qu'il a beaucoup aimé.
Surtout, il a dit que c'est intéressant de transformer la période de coronavirus en un sujet si intéressant et important. Il m'a encouragé que surtout, il fallait que j'écris, il faut continuer à écrire parce qu'il y a du talent. Et pour moi, c'était un honneur, ça m'a fait plaisir et ça m'a motivée pour mes prochains livres. Et peut-être qu'un jour, il en fera un film. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Et une dernière question, peut-être alors d'autres ouvrages sont peut-être en préparation? Oui, bien sûr, j'ai déjà fini, comme j'ai dit, j'ai déjà fini le livre de nouvelles qui contient 12 nouvelles avec le titre L'Histoire manquante qui va être publié en fin septembre 2024. Et en ce moment, j'ai commencé déjà mon 3e livre, c'est un roman. Donc votre 2e roman? Oui, avec le titre initial À la recherche du temps présent, qui parle de la recherche éternelle du sens de la vie. Et ça sera prête et ça sera publié l'année prochaine. Je regarde l'heure et malheureusement notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs, je vous rappelle que je recevais aujourd'hui l'auteur du roman Celui qui compte les flocons de neige, Mariam Tergoulanyan. Je vous rappelle également que la présentation du livre aura lieu samedi 14 septembre de 14h30 à 17h au salon de thé aux Constellations à l'adresse 1 bis rue Bleue dans le 9e arrondissement de Paris. Un dernier mot à nos auditeurs avant de nous quitter? Oui, chers amis, chers auditeurs, je voulais justement vous remercier pour l'invitation, pour ces possibilités et je vous invite tous avec un grand plaisir à la présentation de mon livre, à mon premier roman, Celui qui compte les flocons de neige. Je vous donne rendez-vous le 14 septembre de 14h30 à 17h au salon de thé aux Constellations à l'adresse 1 bis rue Bleue dans le 9e arrondissement de Paris. Et j'ai hâte de vous voir nombreux parce que c'est une possibilité pour partager, pour une rencontre littéraire et pour une séance de dédicace et vous pouvez repartir avec votre exemplaire signé. Très bien. Et moi, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et vous, chers auditeurs, je vous recommande vivement de vous rendre à cet événement culturel et vous dis à vendredi prochain, même heure. Au revoir et bonne journée à tous.